ce patrimoine, donc ce paysage urbain parisien, on l'aime, on y est attaché. Dans déploiement et repli, finalement, on le préserve avec des solutions temporaires, éphémères. Est-ce que c'est vraiment ça la solution? Est-ce qu'on n'a pas aussi le droit aujourd'hui de s'interroger sur la hiérarchisation des enjeux et voilà, la nécessité de préserver à tout prix ce paysage urbain-là? Et je pense à une exposition passionnante sur laquelle vous aviez travaillé, que vous aviez proposée il y a quelques années sur la surélévation, où justement tout l'argumentaire de l'exposition, c'était de dire on s'inquiète aujourd'hui de la surélévation parce qu'on pense que ça va modifier le patrimoine parisien, mais regardez autour de vous, j'ai fait un recensement méticuleux de tous les bâtiments qui nous entourent, il y a des surélévations partout qu'on ne voit pas parce qu'elles font maintenant partie de notre paysage. Donc finalement, cette transformation, et surtout si elles se font de façon aussi douce et aussi progressive qu'elles sont décrites dans déploiement et repli, est-ce que voilà, elles sont pas inévitables et voilà, il faut s'y résoudre? C'est une question compliquée parce que oui, évidemment, il faut adapter parce que sinon nos enfants et petits-enfants auront du mal à vivre. Et donc, mais en même temps, je faisais l'allusion justement à l'urbanisme moderne tout à l'heure, qui, lui, voulait adapter la ville pour des raisons de confort et de mode de vie, et a fini par raser la ville au lieu de l'adapter. Donc j'ai toujours peur du moment où une idée devient un dogme et se met à décider que c'est la seule vérité. Et Iliana l'expliquait tout à l'heure, et les projets qu'on a vus le présentent aussi, c'est qu'il faut trouver des compromis. Il faut accepter le compromis et cesser de dire qu'un compromis c'est une mauvaise chose, que c'est une idée ratée, et il faut trouver des compromis. Et il y a peut-être des endroits où il faut accepter qu'il y a des lieux patrimoniaux qui ont une valeur particulière qu'il faut conserver tels que. Et peut-être qu'en effet on y vivra peut-être moins bien en hiver et en été, mais ils participent de notre mémoire, de ce qui notre identité, de notre âme, et il ne faut pas forcément les changer. Je travaille actuellement sur d'autres villes que Paris, et entre autres sur des raisons patrimoniales, sur des questions patrimoniales, et des villes où il y a des bâtiments à colombage. Qu'est-ce qu'on fait d'un bâtiment à colombage du Moyen-Âge? Est-ce qu'on met une isolation par l'extérieur? Oui, et on reprend le colombage dessus. Est-ce qu'on isole par l'intérieur en sachant que c'est des logements tout petits? Donc on va réduire encore la surface. Il y a peut-être un moment où il faut se dire qu'il y a des logements qui auront d'autres qualités, parce qu'il y aura peut-être une âme, mais en effet, il fera chaud en été et froid en hiver, et peut-être qu'il faut l'accepter. Et donc c'est là où... Et par contre, il y a d'autres endroits dans tout ce qui est moderne, tout ce qui est contemporain, il faut y aller, il faut être encore plus excessif, parce que quand on est dans de l'architecture contemporaine, on peut faire des choses, il y a des moyens, il y a des solutions techniques, il y a des tonnes de réflexions, là il faut y aller. Mais après, il y a tout l'entre-deux où il faut trouver des logiques d'adaptation, comme le projet de mon voisin le propose. Ça, je crois que c'est faire du cas par cas. La question que je me pose, c'est ok, on peut peut-être pas faire d'isolation par l'extérieur sur les bâtiments à colombage, mais on peut sûrement y apporter des améliorations astucieuses, habiles, agiles. Et j'aimais beaucoup, moi, dans votre projet, l'idée des cheminées solaires thermiques, de réutiliser tous ces conduits de cheminées parisiens. Et peut-être vous nous expliquez en 2 mots, parce que vous êtes allé très vite là-dessus, ce que c'est que cette idée et comment ça fonctionne. Iliana, vous nous dites ce que vous en pensez, si c'est utile, réaliste, pertinent, et est-ce que le compromis, il faut l'accepter? Déjà, si cette question des cheminées thermiques, elle se trouve plus proche de 2050 dans le projet que 2023, parce que c'est quelque chose de plus extrême, parce que pour le coup, là, on touche au patrimoine parisien, où on parlait de toi tout à l'heure, mais les cheminées aussi font partie de l'identité parisienne. Et donc, c'est pour ça que c'est à la fin, parce que ça nécessite une réflexion, je pense, collective. Et je pense que plus il y aura de vagues de canicule, plus elles influenceront ces décisions collectives. Donc on ne peut pas forcément le représenter. Mais après, pour la question technique, je ne sais pas du tout si c'est possible ou quoi. C'était plutôt pour montrer ce changement de paradigme. Mais votre idée, c'était quoi? C'était que on faisait monter la chaleur des sous-sols grâce à... En fait, par tirage thermique, donc l'air chaud il a tendance à être plus haut que l'air frais, les températures pourront sortir des appartements
en transformant ces cheminées et donc sortir, peut-être en mettant des surfaces très chaudes en haut de ces cheminées pour tirer l'air en dehors des appartements. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, beaucoup de choses pour réagir. Déjà, il faut tout mettre en ordre. Je vais essayer de ne pas oublier quelque chose. Du coup, juste tout d'abord pour réagir à la présentation de Philippe et quelques propos sur la question finalement de comment est-ce qu'on adapte la ville existante. Ça, c'est l'approche de base. Comme l'objectif aussi d'une approche écologique et durable, c'est plutôt d'aller vers les emplois, c'est aller vers la réhabilitation du bâti existant. Ce n'est pas de construire de nouveaux quartiers qui vont raser des terres agricoles à côté des villes existantes. Et du coup, on voit ça même dans un petit peu les politiques étatiques, on va dire, quand on parle de la ZAN, quand on parle des dispositifs de ce type-là. Mais après, de l'autre côté, ça vient aussi d'une logique. On a déjà de la matière, on a déjà de volumes bâtis construits. C'est absolument délirant d'aller et consommer encore plus de ressources et émettre encore plus de carbone pour recréer une ville à côté de la ville existante. Avoir une ville touristique, patrimoine et à côté une ville pour habiter. L'objectif, c'est effectivement d'adapter ce qu'on a aujourd'hui, travailler avec la matière qu'on connaît et dans laquelle on veut vivre. Et ce qui est plutôt heureux, c'est le fait que comme il existe déjà plusieurs éléments qu'on peut mettre en avant, qu'on peut utiliser, qui sont issus de la tradition, de la vie des personnes, aussi de l'architecture vernaculaire, qu'on peut mettre en avant et qui finalement on recherche à nouveau à ces stades-là. C'est vrai que le moment moderniste, c'était un petit peu un écart, on va dire, de toute une philosophie de comment habiter dans des bâtiments qui sont modélés par le climat. Et là, on revient effectivement à cette question-là. On ne s'éloigne pas. Et je me permets, le seul commentaire que je voulais faire où je me trouvais un petit peu aux antipodes, on va dire, par rapport au propos de Philippe, c'était quand on parlait que l'architecture, c'est la lutte contre la nature. C'est contre les phénomènes, contre la pluie, le soleil. Je pense qu'il faut adopter une approche complètement différente, de dire qu'on va faire avec, on va en tirer profit, on va créer des bâtiments qui vont utiliser le soleil pour se chauffer, qui vont récupérer la pluie pour arroser les espaces extérieurs, qui vont faire le plus de ces éléments naturels et de tout phénomène qu'on peut subir, même si maintenant, avec le changement climatique, on fait face à des phénomènes extrêmes. Mais la logique, c'est plutôt de trouver des solutions qui vont fonctionner dans un espace d'une manière très organique et que finalement, ce sont des solutions aussi qui vont se développer de la même manière. Je vais dire par rapport au premier projet qui a été présenté, moi, comme je trouve que c'était très intéressant le fait, cette progression finalement des étapes et aussi le fait que ce sont les habitants qui prennent l'initiative de transformer leur logement parce qu'ils y vivent. Ils savent quelles sont les conditions, ils peuvent apercevoir le courant d'air qui va les apporter de la fraîcheur. Et c'est par ce savoir finalement de comment est-ce qu'on ressent, de comment est-ce qu'on est confortable, que finalement on trouve des solutions qui, par la suite, on va aussi appliquer à grande échelle. Si on entre un petit peu plus dans les détails de ventilation, pour parler un petit peu de cette question qui, je suis sûre, intéresse plusieurs personnes, il y a tout d'abord une petite distinction que j'ai envie de faire. Comme quand on parle de ventilation, on ventile pour deux raisons différentes. On ventile d'un côté pour avoir de l'air frais, pour des raisons de santé, finalement, pour évacuer les CEV de l'intérieur de nos logements. Et ça, c'est la ventilation hygiénique, comme on l'appelle. Et après, on ventile pendant l'été, en période de canicule. Souvent, on surventile en plus pour assurer le confort d'été. Et du coup, même si, en principe, ça peut sembler d'être un petit peu la même logique, finalement, de fonctionnement du bâtiment, on a besoin souvent d'avoir des approches et des dispositifs un petit peu différents, adaptés à chaque fonction. Notamment par rapport à la question de la proposition de cheminées solaires.
c'est très intéressant comme question parce qu'on trouve un dispositif qui est déjà en place dans notre bâtiment et auquel on veut donner une nouvelle fonction finalement pour assurer un enjeu qui nous est pertinent aujourd'hui. Et par contre, on se trouve devant la problématique que quand on a un dispositif qui a été dessiné pour une première fonction, c'est pas toujours adapté à la transformation que souhaite proposer. Et du coup, dans les cas là où on parle de la surchauffe, de la canicule et de comment finalement retrouver le confort par la surventilation, il s'avère que ces conduits-là qui sont présents dans les bâtiments haussmanniens sont d'une taille assez réduite pour pouvoir avoir un débit de ventilation, ce qui nous est nécessaire pour surventiler nos logements. Après, il y a d'autres contraintes techniques, je ne veux pas aller dans tous les détails, mais ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut nous décourager, parce qu'on a des surfaces qui peuvent nous permettre d'avoir un débit de ventilation très intéressant dans nos logements, et notamment dans les bâtiments haussmanniens et même dans des HLM à Paris, qui s'appellent les fenêtres, avec des surfaces assez importantes, traversantes de nos logements. Et c'est d'ailleurs la première étape même de la solution, où finalement on peut assurer des débits de ventilation qui vont nous assurer le confort. On sait aussi que, comme si on est notamment dans des niveaux bas de notre logement, peut-être il y aura aussi d'ombre portée par d'autres bâtiments, on aura forcément des températures un petit peu inférieures dans notre niveau bas, qui est en toiture, qui est en pleine exposition de soleil. Et du coup, on sait que les courants d'air qu'on peut assurer à ce niveau-là, ça va être toujours intéressant pour le confort thermique à l'intérieur. Et, petit plus, on trouve des masses à forte inertie dans nos logements haussmanniens par l'enveloppe qui est déjà présente. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui peut aussi stocker la fraîcheur pendant la nuit et après nous apporter finalement plus de confort pendant la journée. Merci. Alors moi, je partage aussi l'intérêt de la place des habitants dans ce projet déploiement et repli. On voyait dans les exemples là que nous montrait Philippe, les exemples de végétalisation de rue, que ça peut aussi être le cas finalement dans l'espace public, parce que vous nous parliez beaucoup de projets d'aménagement portés par la collectivité, mais finalement la photo que vous nous avez montrée, c'était une rue végétalisée par les habitants avec des pots, etc. Donc ça pourrait peut-être être transposable. Finalement, dans votre projet alvéolaire, votre anti-projet alvéolaire, les habitants, ils sont un peu attentistes, en fait. Et c'est ça aussi, peut-être, que vous dénonciez. Ça vous a pas rappelé votre projet, l'image que montrait Philippe, là, tout à l'heure, de ce grand globe en verre sur New York? C'était un peu la même idée? Si, bien sûr, évidemment. Mais d'ailleurs, on s'en est grandement inspiré, forcément, dans ces visions assez dystopiques, parfois. Mais effectivement, moi, je rebondis sur cette notion d'appropriation de l'espace. Et aujourd'hui aussi, et ce qu'on a du mal à questionner aujourd'hui, c'est quelle esthétique a cette appropriation, et pour rentrer en harmonie avec ce patrimoine-là, parce que on dissocie rapidement, et trop rapidement, ce qui a été bâti et ce que la population apporte dans les rues notamment. Et on peut prendre par exemple l'exemple aujourd'hui qui a presque non fonctionné, c'est végétaliser les pieds d'arbres dans la rue. C'est des solutions qui pouvaient être apportées par le bas, c'est-à-dire par les habitants, et en fait elles sont vite non concluantes. On remet vite les grilles haussmanniennes par peur de perdre ce patrimoine. On voit des réactions fortes avec notamment le hashtag Saccage Paris. Et du coup, je pense qu'effectivement, mais c'est ce que tu commences aussi à élaborer, mais il faudrait un peu plus, c'est du coup s'interroger sur la forme aussi que prennent ces appropriations urbaines et ces appropriations. Et aujourd'hui, je pense qu'on les accompagne pas assez aussi. Et il y a tout un chapitre qui sûrement doit s'ouvrir sur les collectivités qui accompagnent et qui voilà, après, je ne sais pas si ça répond, mais en tout cas, c'est important de souligner ça, que voilà.
Alors, je propose qu'on se tourne vers le public. Vous avez sûrement aussi envie de réagir ou de poser des questions. Il y a une main qui se lève au milieu de la salle. On va se repartager les micros filaires. Les murs végétalisés, c'est très bien, mais il y a des gouttières. Alors, où il faut les mettre, surtout pas dans les cours intérieures. Alors, peut-être dans les rues, mais dans les rues... je sais pas, les feuilles, elles arrivent bien quelque part. Alors le végétal, c'est très beau, c'est très sympa à voir, mais ça tombe, quoi. Voilà. Monsieur Simon, quand vous avez dit, tiens, il y a des passages couverts, pourquoi on n'en a pas fait plus dans le 9e arrondissement, tout ça, il y avait des photos dans ce sens-là. J'ai pensé au passage couvert à Lyon, pour les soyeux. Ils en avaient construit plein aussi comme ça, parce que pour faire passer la soie d'un immeuble à l'autre, il fallait qu'il y ait ces passages couverts. Alors peut-être que dans le 9e, dans le 9e où il y en a beaucoup, des passages couverts à Paris, il est possible que y avait une industrie assez importante, et puis que peut-être ils ont construit ces passages couverts aussi dans ce but-là de faire passer des marchandises d'un endroit à l'autre pour se protéger de la pluie, du vent et autres. Bon, c'est une petite... je ne suis pas sûre de moi, mais bon, je le dis quand même. Philippe, vous avez pris le micro. Oui, les feuilles. Oui, toute solution a des inconvénients et c'est logique. Mais j'ai quand même rencontré dans mes parcours d'architecte urbaniste des élus qui préféraient avoir des pelouses en plastique parce qu'il ne fallait pas les tondre et qui préféraient abattre des arbres parce qu'en effet, les voisins se plaignaient des feuilles qui tombaient. Donc à un moment, oui, il y a des défauts, mais il y a aussi sans doute des qualités. Après, sur les gouttières, il y a des systèmes de pare-feuilles qui peuvent être posés sur les gouttières, qui font en sorte qu'il y aura toujours des feuilles qui rentreront dedans, évidemment, mais il y en aura peut-être moins. Donc il faut trouver des solutions après à chaque sujet. Mais oui. En fait, tout est en jeu quelque part de hiérarchisation. C'est un peu la question qu'on pose depuis le début. Qu'est-ce qu'on met en haut de la chaîne de priorité de hiérarchie vitale de notre confort dans ce Paris de 2050 qui ne sera pas le Paris d'aujourd'hui. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on questionne. Donc, le végétal, peut-être, Iliana, vous pouvez nous redire pourquoi il est central sur les enjeux de rafraîchissement, mais aussi sur les enjeux de biodiversité. Je crois que le lierre, c'est la plante fabuleuse pour la biodiversité. Donc, c'est un bon exemple, cette question du mur en lierre. Oui, effectivement, on retrouve finalement ce qu'on appelle toutes les solutions de végétalisation. Ça nous apporte de bénéfices sur plusieurs regards. D'un côté, le confort qu'on ressent. Après, c'est aussi l'agrément de la ville, la manière esthétique qui a été mise en avant aussi dans la présentation de Philippe. Mais on parle de systèmes qui nous permettent, d'un côté, quand on parle soit des arbres, soit de la végétalisation sur des structures d'ombrage, on peut avoir d'un côté l'ombre qui va nous protéger du rayonnement solaire. On peut avoir de l'autre côté le phénomène de l'évapotranspiration des arbres, des arbustes et de toute la végétation qui va nous faire abaisser la température dans notre microclimat. Et après, finalement, on a aussi l'accueil de la biodiversité dans ces espaces-là. Et finalement, on rend toute une série de services écosystémiques par la végétalisation des espaces. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours coupler ces solutions avec la présence de l'eau. Et ça devient un enjeu. Parce que ce sont les solutions les plus pertinentes de végétaliser, mais la ressource en eau, ça devient un enjeu de plus en plus, et même dans Paris. Et du coup, là, c'est la question de quelle essence on va choisir pour planter, quel effet d'atténuation ça peut nous produire, telle essence par rapport à l'autre, et finalement, comment est-ce qu'on va faire une économie de la ressource qu'on a besoin pour rafraîchir nos villes. Je voulais ajouter aussi un commentaire par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport au fait que le Paris de demain, ça ne va pas être le Paris d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut petit à petit aussi assumer les notions que nous aussi, on ne va pas être la personne avec les mêmes comportements qu'on a aujourd'hui. Et ça,
c'est difficile comme chaque adaptation un petit peu imposée, mais on va être amené à changer de comportement, à changer des habitudes, à ne pas utiliser l'espace public entre midi et 15h, par exemple, parce qu'il fait extrêmement chaud, et même avec des dispositifs alvéolaires qui vont faire l'ombrage sur nos rues, ça va être insupportable de l'utiliser. Il faut trouver de nouvelles manières à habiter, de nouveaux horaires, de nouvelles activités. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut adopter de deux manières différentes. D'un côté, d'une manière créative, de l'innovation, de comment est-ce qu'on peut vivre cette situation de la manière d'une création d'imaginaire, finalement. Mais de l'autre côté aussi, de ne pas assumer cette voie comme la seule unique. C'est la question de qu'est-ce qu'on fait finalement pour ne pas arriver à une situation extrême sur laquelle on ne saurait pas répondre. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour mettre un stop finalement à ces phénomènes de dégradation de notre climat. Pierre a envie de réagir, je crois. Il y a en effet toutes les valeurs quantitatives dont tu parlais, mais il y a aussi une question de ressenti. Et c'est toujours important, c'est-à-dire que simplement des fois avoir un arbre, un petit oiseau qui est accroché à une branche et puis une fontaine, d'un seul coup, même si la température est la même, on a un sentiment, tu en parlais tout à l'heure du ressenti, et je trouve que c'est une chose extrêmement importante aussi de penser à ça, arriver à trouver des moyens pour que, peut-être la température sera la même, mais individuellement, on aura une sensation peut-être de fraîcheur ou de bien-être. Donc je crois que c'est une chose importante. Après, sur le changement de mentalité, il faut, oui, tu as totalement raison, la manière qu'on a de penser aujourd'hui ne sera pas la même dans 20 ou 30 ou 40 ans. Pour mémoire, souvenez-vous, il y a un peu plus de 50 ans, la manière dont la voiture était dominante dans Paris, mais de manière totale. Souvenez-vous, dans les années 50, on voulait transformer le canal Saint-Martin en autoroute. Ça ne posait pas de problème. Regardez, il y a des logements sociaux qui sont accolés au boulevard périphérique, et parce que construire des logements le long du périphérique ne posait pas de problème il y a 70 ans. Et aujourd'hui, on sait que c'est des choses terribles. Et voilà. Donc, moi, quand je vois l'histoire du rapport à l'automobile à Paris, c'est plutôt rassurant dans la manière de me dire que nos rapports aux questions environnementales vont aussi évoluer dans la ville. Mais je voulais ajouter que, en fait, quand on réfléchit au ressenti ou des températures extrêmes, je trouve que ça fait rentrer une notion un peu de réconfort thermique plus que de confort, puisque il va y avoir quelque chose qu'on a un peu oublié, c'est que maintenant on peut avoir une température stable dans une pièce, mais si on n'arrive pas à se rafraîchir à des endroits, à des lieux, c'est inquiétant, et si on doute de notre capacité à nous rafraîchir, en fait, ça va amener de l'affection pour les endroits ou les lieux qui nous permettent de nous rafraîchir. Et donc, je pense que il y a aussi une richesse là-dedans, c'est que, par exemple, si on est si on peut pas être dans la rue à 14h, j'en sais rien, on va aussi être content d'y être quand il est 22h, en fait. Enfin, ça change la carte de nos espaces parce qu'on peut pas y être partout, et donc je trouve qu'il y a une notion de réconfort et qui naît aussi du fait que c'est très personnel, ça remet le corps au centre. Donc, je voulais ajouter ça. J'avais une petite question pour monsieur Simon. En fait, moi, avec des amis, j'ai monté un projet, une petite société d'architecture spécialisée qui s'intéresse justement, qui porte une démarche très proche, très inspirée des altanes dont vous avez parlé. En fait, on cherche à déployer des plateformes en bois en surtoiture, par-dessus les toits en zinc, pour les ombrer, pour créer des surfaces végétalisées et accessibles qui vont rendre des services écosystémiques à la ville. Donc on avance sur cette démarche, et aujourd'hui cette question de l'adaptation face à la préservation, c'est vraiment un sujet qui est au cœur de notre démarche et qui est aussi beaucoup un frein. On essaye vraiment d'avancer en concertation avec les acteurs du patrimoine, mais notre retour d'expérience, c'est que c'est très difficile. On a notamment des projets sur lesquels on est un peu bloqué par la commission du Vieux Paris. Et du coup, voilà. Je suis très enthousiaste à votre engouement pour les altanes, et je voulais savoir si vous pouvez nous aider peut-être à développer ces altanes. Et plus généralement, juste, en fait, voilà, vous avez parlé de dogme, et en effet, je pense qu'il faut se méfier du dogme
comme le dogme moderne qui a failli aboutir à la destruction de Paris. Mais nous, on se demande si presque maintenant, en réaction, il n'y a pas un autre dogme sur la préservation, où nous, on nous a dit dans nos discussions avec les acteurs du patrimoine que toute action sur le patrimoine ne pouvait être acceptée que si elle visait à la remise en état, dans un meilleur état de ce patrimoine existant. Mais du coup, ça ferme d'emblée toute porte à l'adaptation. Et puisque les projets sont pris au cas par cas et que toute discussion ne peut être basée que sur l'étude d'un projet, finalement, la discussion tourne toujours très vite à « ah non, la toiture ne peut pas être changée, la façade ne peut pas être changée ». Et du coup, voilà, ma question pour vous, c'est comment est-ce que des porteurs de projets comme nous qui cherchent à réaliser ce type de vision peuvent avancer de la meilleure façon avec les acteurs du patrimoine pour accélérer cette transition? Je peux vous dire une première chose, c'est bon courage. Mais j'avais, ils en ont beaucoup. Mais justement, j'avais testé cette idée des altanés auprès de l'architecte des bâtiments de France il y a quelques années. Et en effet, il y avait eu un refus complet. Ce que je ressens du côté des instances patrimoniales que je croise, alors, pas forcément à Paris, mais un peu partout en France, c'est que cette question environnementale maintenant les touche et qu'il y a certains des principes qu'ils avaient mis en place sur lesquels ils doutent, ils se posent des questions. Entre autres sur des villes patrimoniales sur lesquelles je travaille, où il y a des nappes de toiture avec des tuiles canal magnifiques, où les habitants veulent installer des Velux ou creuser des tropéziennes ou même poser des panneaux solaires. Il y avait un refus complet. Et là, je sens, pas encore une acceptation, mais déjà le doute par rapport au refus précédent. Donc, les choses évoluent. Voilà. Alors moi, à la Commission du Vieux-Paris, je ne suis pas tout seul, on est beaucoup, et moi je suis tout petit dedans, et je n'ai pas vu passer encore de projets où il y avait des altanés. Donc, oui, je pense qu'à un moment donné, il y aura un projet qui arrivera à construire une altana quelque part dans un toit hors d'un secteur ABF, et puis ça fera exemple, c'est souvent la chose comme ça. Il y avait d'autres questions, je crois. Ouais. Demain, il va faire très chaud à Paris, on aura des canicules. Chacun d'entre nous doit s'adapter, va chercher comment dirais-je, à rapporter de la fraîcheur, de l'ombre, garder la poésie. Mais alors, en même temps, il y a des gros projets qui restent des projets de consommation dure. Le Montparnasse de demain, ça commence en fin d'année, là, le grand Montparnasse. Là, ça va être une zone de chalandise totale, un peu d'arbres. Enfin, le reste, c'est... Enfin, voilà, c'est des gros entrepreneurs privés qui sont TAP et qui sont en ce moment, il y a plein d'articles de journaux qui disent ces lieux-là sont des lieux qui ne fonctionnent pas, qui coûtent beaucoup en énergie. Malgré tout, ils se maintiennent. J'ai entendu parler des gares tout à l'heure. Il y a des énormes endroits qui sont des sources de dépenses énergétiques majeures. Bon. Et nous, par ailleurs, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait avec nos caves qu'on ne peut pas adapter, nos toits qu'on ne peut pas bien adapter, enfin, et qu'est-ce qu'on fait évoluer au niveau collectif, au niveau de nos communs et au niveau de notre droit? Alors, vous posez une question qui dépasse, je crois, le cadre de cette petite assemblée, qui est un peu une question de quelle société on veut. Et dans ce cas-là, moi, je vous répondrai qu'on a des bulletins de vote et il faut les utiliser. Mais bon, après, pour répondre de manière plus positive, ce qui est important dans ce genre de concours d'idées, c'est que ça crée des imaginaires. Et l'architecture, l'aménagement de la ville fonctionne beaucoup grâce aux imaginaires. Et nous, en tant qu'architectes, aménageurs, urbanistes, on a des bibliothèques d'imaginaires extrêmement importantes qu'on essaie de faire passer auprès des politiques. Et c'est une chose fondamentale. C'est-à-dire que ce genre de projet, d'idées, en effet, c'est pas entièrement réaliste, il y a plein de défauts. J'aurais été leur enseignant, je leur ai dit tout ce qui n'allait pas, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est que ça apporte en effet une envie. Oui, c'est ça, mais c'est ces imaginaires qui aident à faire avancer. L'imaginaire est un moteur. Et entre autres pour les élus qui, en effet, vont pas pouvoir réagir immédiatement. Le temps de la ville, c'est un temps long. C'est long. Vous voyez l'opération de la Zaxen-Rive gauche entre Austerlitz et d'Ivry, ça a commencé il y a combien? 50 ans? Il y a 50 ans, ça a commencé. Et c'est en chantier encore. L'avenue de l'Opéra, elle a mis, je crois, 60 ans à être percée. Et aujourd'hui, c'est une avenue unitaire.
Donc le temps de la ville, c'est un temps long et qui dépasse des fois nos simples cadres de vie, nos cadres, nous, de nos missions. Et c'est ça, oui, sur lequel il faut espérer. C'est qu'en effet, ils sont jeunes, ils ont des projets peut-être un peu naïfs, mais en effet porteurs de magnifiques idées. Et c'est ça qu'il faut espérer, c'est que c'est leurs idées qui, retraduites à travers tout le filtre technique et autres, vont permettre de faire changer les choses. Il faut croire en eux. On dit qu'il faut adapter. Enfin, il y a de l'adaptation, mais est-ce qu'il y a aussi il y a peut-être des bâtiments à détruire, à reconstruire de manière plus écologique et plus vertueux. Il y a des bâtiments qu'on ne peut pas récupérer en disant c'est foutu, il faut qu'on détruise et qu'on reconstruise. Comment on met ça en perspective Alors, on détruit ? Ça pourrait être une des options, mais la question c'est comment est-ce qu'on les fait ? Parce que, et plus que ça, je vais dire, qu'est-ce qu'on fait de la matière qu'on déconstruit finalement ? Parce que j'aimerais plus utiliser ces termes finalement entre destruction et déconstruction. Je pense qu'il y a une certaine nuance sur laquelle on peut se positionner finalement pour dire que ce qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas juste quelque chose à raser et juste écarter comme une erreur de l'histoire, mais comme une manière d'approcher la question, c'est de voir quels sont les mérites de ce qu'on a aujourd'hui, où finalement on trouve qu'il y a une solution plus adaptée, ça serait effectivement de déconstruire, et qu'est-ce qu'on peut faire de la matière, de la ressource qu'on va avoir dans ces espaces-là. Et du coup, c'est là où on trouve finalement une finesse et une gamme de solutions, parce que comme je pense qu'il faut retenir à la fin, c'est qu'il n'y a pas une solution unique appliquée partout et juste dire on a trouvé notre solution, c'est fini, le réchauffement dans les villes. C'est le fait qu'il y ait vraiment cette approche du cas par cas, de essayer de comprendre quels sont les détails dans un tel contexte ou l'autre. C'est la question aussi que les climats ou les microclimats, c'est différent à chaque endroit. C'est ça qui va nous induire aussi à des choix de conception, de construction, de réhabilitation, de reconstruction. Et c'est là finalement où on va trouver toute une gamme de solutions qui va nous amener à des réponses pertinentes. J'avais 2 questions pour vous. Je comprends en tant que néophyte quand même, vous avez présenté beaucoup de solutions ce soir. Évidemment, il n'y a pas une solution, ça va être un sujet complexe de déterminer ce qu'il va falloir mettre en œuvre. La question, c'est est-ce qu'il y a un cadre qui existe aujourd'hui? Vous partez en postulat de départ de la date de 2050. Est-ce qu'il y a un cadre? Est-ce qu'il y a des directives? Est-ce qu'il y a un calendrier pour se mettre d'accord sur des solutions et les mettre en œuvre? Et la deuxième question, c'est au niveau individuel. Avant même 2050, ça va être progressif, comme ça a été vu. Il va y avoir des solutions individuelles. Moi, personnellement, j'habite Paris. Il va peut-être faire très chaud cet été, l'été prochain. Vous, qu'est-ce que vous faites? Je peux vous donner quelques éléments de réponse, mais on va pas trop s'attarder sur les dimensions réglementaires, mais il y a plein de cadres. Il n'y a pas un cadre. C'est peut-être ça le problème, justement. Mais c'est compliqué puisque les solutions sont multiples, les enjeux sont multiples. Et donc, il y a plein d'échelles, effectivement. Il y a un cadre législatif et réglementaire. Et puis après, il y a les outils dont peut se doter une ville comme la ville de Paris. Des outils pour orienter ses constructions, donc les encadrer. C'est son plan local d'urbanisme. Il est en cours de révision actuellement. C'est un règlement urbain qui permet de déterminer comment vont pouvoir à l'avenir se transformer les bâtiments parisiens ou se construire les nouveaux édifices. Et donc c'est un document qui influe beaucoup le paysage urbain. Et là, la volonté de la ville, c'est d'en faire un plan local d'urbanisme qu'elle a appelé bioclimatique. Et donc de prendre en compte dans ce nouveau règlement tout le spectre des enjeux d'adaptation de la ville aux différents sujets dont on a parlé ce soir. Il est en cours de discussion, là, il est en phase d'enquête publique, donc vous pouvez en prendre connaissance et peut-être réagir à ce document, je vous y invite en tout cas, et voilà, il sera mis en application sans doute début 2026, et il sera, en général, un document comme ça c'est en application une vingtaine d'années, donc il nous mènera quasiment jusqu'en 2050. Et après, il y a un autre document qui est très important, et qui peut aussi nous donner des indications sur les postures individuelles qu'on peut adopter, c'est le plan climat de la ville de Paris, qui lui aussi
est en cours de révision, et là qui est plutôt sur une stratégie transversale d'adaptation de la ville, sur tous les aspects, sur le bâti, mais aussi sur les usages. C'est le plan climat qui va aussi nous permettre d'agir sur ces enjeux de chaleur anthropique qu'on a évoqués tout à l'heure, et qui va essayer de croiser l'ensemble des champs d'action sur lesquels on peut intervenir. C'est un document assez passionnant aussi, que je vous invite à découvrir. Vous pouvez trouver ça sur paris.fr. Et enfin, et je ne l'ai pas dit parce que c'est écrit partout, mais j'aurais dû commencer par ça en introduction tout à l'heure, cette démarche vers Paris 2050, elle s'inscrit dans le cadre de la stratégie de résilience de la ville de Paris. Donc le plan climat, c'est le plan qui va permettre à la ville d'essayer d'agir pour limiter notre impact, pour limiter ce changement climatique. Et la stratégie résilience, c'est la stratégie qui nous permet de nous y préparer, d'anticiper les crises et de voir comment on va pouvoir y faire face. Donc cette stratégie, là encore, elle s'intéresse au changement climatique, mais pas que, elle s'intéresse à toutes les crises qui pourraient venir frapper Paris dans les années à venir. Et l'objectif de la démarche prospective, c'est, à travers tout ce qui a été produit là, de nourrir cette stratégie résilience. Elle existe déjà, mais elle est aussi en cours de révision. Et donc, il y a une nouvelle stratégie résilience qui sera proposée à partir de la rentrée et qui sera éclairée, en tout cas la décision publique sera éclairée de toutes les idées, les suggestions, les propositions de cette démarche vers Paris 2050, des débats qu'on a ensemble au fil de ces rencontres. Et voilà, et individuel. Et bien sûr, après, il y a des outils. Voilà. Après, il y a des outils de réflexion, de partage, de débat qui existent. Il y en a un certain nombre. Il y a notamment l'Académie du climat, qui était une des préconisations du précédent plan climat et qui a été créée à l'issue de ce plan climat, qui est un lieu où vous pouvez, si vous avez envie de réfléchir, de vous engager, de vous informer, rencontrer des acteurs, découvrir des expérimentations, construire des choses avec des collectifs. Renseignez-vous sur le programme de l'Académie du climat si vous ne la connaissez pas. C'est un lieu passionnant aussi. Et qu'est-ce qu'on fait individuellement cet été, les uns et les autres? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour faire face à la canicule? J'habite un appartement post-haussmannien qui est orienté au nord. Donc en hiver, c'est très chiant. Pendant le Covid, j'avais juste une petite fenêtre où j'avais droit à un quart d'heure de soleil. Mais par contre, en été, je suis assez content. Mais c'est assez égoïste comme propos, parce qu'on ne peut pas avoir tous des appartements au nord, et c'est quand même pas forcément idéal. Après, les stratégies, c'est ne pas ouvrir les fenêtres pendant la journée, se servir de puits de lumière pour aérer, et puis quand on peut vivre de manière très légère dans son appartement. On parle des stratégies d'adaptation individuelle en ce moment. C'est un petit peu la question qu'on évoquait tout à l'heure sur le confort ressenti finalement par l'individu. Et du coup, sur ça, il y a aussi plein de chartes de comment faire face à la canicule, avec aussi des solutions, pistes par personne pour se rafraîchir, pour peut-être avoir un petit dispositif de rafraîchissement adiabatique dans ce logement homemade, peut-être aussi, aussi des consignes de base pour préserver notre santé. Et au-delà de ça, moi, je voulais parler aussi d'une autre notion qu'on n'a pas évoquée jusqu'à maintenant, mais c'est quelque chose d'assez intéressant aussi quand on parle des canicules en ville. C'est la notion des espaces refuges climatiques où finalement on peut retrouver, si dans notre logement on ne peut pas avoir les conditions qui nous permettent de passer toute la journée en confort, on peut aussi recourir finalement à des espaces publics, ouverts, où on peut retrouver de la fraîcheur. Ça peut être un cinéma, ça peut être un espace public, ça peut être un parc. On va au centre commercial climatisé. En fait, pour compléter cette idée, et peut-être qu'on pourra conclure là-dessus, sur ces conseils, bonnes pratiques pour l'été. Alors, on prendra la dernière question. La ville de Paris a fait un travail de recensement d'espaces de refuge climatique. Il y a une cartographie qui existe, que vous pouvez trouver sur paris.fr, ainsi que tout un tas de conseils, de recommandations sur ce qu'il faut faire, sur les
posture à adopter pour soi et pour les autres, parce que c'est aussi des moments où il faut être très attentif aux autres. Mais en fait, finalement, les refuges climatiques les plus maillés, les plus ouverts et les plus efficaces, ce sont les églises à Paris. Une dernière question et on pourra peut-être conclure. Alors, c'est juste un tout petit témoignage. J'ai la chance, Monsieur le Potager dont parlait Philippe, et j'ai la chance de travailler sur le roofscape, là, la toiture. Juste un petit témoignage de petites solutions justement qui évitent un peu les feuilles, etc. Nous, on s'est mis à planter pas mal de houblon dans Paris, dans plein d'endroits. Donc c'est une plante qui est très saisonnière. Donc l'hiver, elle disparaît, elle est là que en été. Donc ça rejoint ces installations temporaires qui n'étaient pas forcément végétales, mais qui peuvent être végétales. Et puis actuellement, on les fertilise avec le houblon qu'on produit grâce à la drèche de la bière qu'on brasse, enfin au compost grâce à la drèche qu'on brasse. Voilà. Et pour aller plus loin, on peut toujours utiliser les eaux grises parce que le houblon, ça apporte ça a besoin de beaucoup de nutriments et ça accepte très bien les eaux sales. C'est une plante épuratrice. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais au final, c'est juste qu'il y a plein de petites solutions comme ça qui sont notamment sur le site Adaptaville, que je voulais citer aussi, où il y a un peu toutes ces solutions qui sont référencées et si vous voulez vous en inspirer. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors voilà, je vous propose qu'on s'arrête là puisque il est 21h et qu'on doit libérer la salle. Un grand merci à tous nos intervenants.